Bienvenue à l'École normale supérieure de Lyon. C'est vraiment un réel plaisir de voir tous ces nouveaux visages. Je vous remercie d'avoir choisi l'École normale supérieure de Lyon pour la suite de vos études, après un concours ou sur dossier. Je salue aussi les élèves des 2 classes préparatoires à l'enseignement supérieur. C'est leur dernière cohorte. Nous allons démarrer aussi maintenant un cycle pluridisciplinaire d'enseignement supérieur dont les élèves sont reçus un petit peu après. Bon, il semble que la crise Covid soit derrière nous, on espère. On a dû, dans les années précédentes, un peu changer notre accueil. Là, vous êtes tous dans la salle. On espère tous que cela va continuer comme ça. Et on a pu mesurer, vous avez pu mesurer aussi, que l'enseignement par visio à distance, ça ne fonctionne pas comme l'enseignement devant un enseignant à côté de vos collègues au tableau, etc., et en travaux pratiques. Permettez-moi de vous rappeler d'abord ce que signifie école normale supérieure. Les premières écoles normales, non supérieures, normales, datent en fait du XVIIe siècle. C'est Jean-Baptiste de La Salle qui avait le premier qui avait créé ça. C'était des écoles dont les enseignants étaient des prêtres qui enseignaient à des laïcs pour que ces laïcs enseignent à d'autres laïcs. Le Trésor de la langue française indique dans sa section étymologie que l'adjectif normal a le sens de « qui sert de modèle », qui sert de ligne de conduite, qui sert de prescription, d'après le latin « norma ». Norma, c'est aussi, en latin ancien, l'équerre. C'est encore ce qu'on utilise en mathématiques et en physique quand on parle de vecteur normal. Okay, on est la direction qui indique comment l'enseignement devrait s'organiser. Donc, sous la Révolution, 1795, le terme « école normale » a pris son sens actuel. Et là, le but n'était pas de répandre les valeurs de l'Église catholique, mais de répandre les composantes scientifiques et technologiques du progrès. Bref, vous êtes membre d'un établissement qui est chargé d'être un modèle pour l'enseignement et normal supérieur parce que nous sommes un modèle de l'enseignement supérieur. Donc, vous n'êtes pas du tout supérieur. Je ne sais pas si vous êtes normaux, c'est comme moi, mais nous essayons d'être un modèle de l'enseignement supérieur au niveau des universités. Donc, normal, c'est très loin d'une idée de norme qui chercherait à imposer et uniformiser. C'est aussi très loin de la normalisation que certains pays de l'Est ont connue quand l'URSS leur a rappelé les vertus de l'Union soviétique. Bon, donc nous allons simplement essayer de proposer un modèle qui demande donc de l'exigence, de l'humilité et beaucoup d'ouverture à la société et à la recherche en général. Donc l'État vous offre à l'École normale supérieure des conditions totalement exceptionnelles dans le cadre national. L'école est petite. Nous avons 4000 personnes dans l'école, 2000 étudiants, 500 thésards, et donc il reste environ 1500 personnels qui se partagent entre du personnel d'enseignement et de recherche et du personnel des services. Je reviendrai ensuite sur les services et leur rôle. Donc les universitaires, c'est environ 800 personnes. Eux-mêmes, ils ne sont pas nécessairement membres de l'École normale supérieure. Moi-même, j'appartiens au CNRS et pas formellement à l'École normale supérieure. Donc la majorité, presque la majorité des gens que vous allez rencontrer dans les laboratoires dépend du CNRS, de l'INSERM, de l'INRIA, de l'INRAE. Ils dépendent aussi des universités, de Lyon 1, de Lyon 2, de Lyon 3. Et puis vous avez en plus des professeurs invités. Donc pour sa recherche, l'École normale supérieure de Lyon est vraiment un caravansérail pour universitaires, bien plus qu'une citadelle.
Ce caravansérail est aussi très ouvert au monde, hein, puisque nous avons près de 80 nationalités et près de 300 partenariats avec des universités internationales. Et dans votre formation, nous vous demanderons aussi de partir à l'étranger. Donc chaque étudiant, finalement, 2000 étudiants pour 800 enseignants-chercheurs ou chercheurs, chaque étudiant est encadré par 2 ou 3 universitaires seulement. Hein, vous imaginez, dans une université moyenne, c'est plutôt un encadrant pour 50 étudiants. Ici, vous avez 2-3 encadrants. Pardon, vous avez... excusez-moi, je me suis trompé, j'ai inversé, j'ai 2-3 étudiants par universitaire, excusez-moi. Donc il faut en profiter. Il faut en profiter, c'est-à-dire c'est un contexte exceptionnel qui permet votre formation par la recherche. Hein, on peut vous mettre directement en sciences exactes avec les machines les plus modernes, les plus chères et les plus compliquées. Pourquoi? Parce qu'il y a les moyens de vous encadrer dans la découverte de ces appareils, de ces technologies. Donc, n'hésitez pas, les chercheurs sont très accessibles, ils adorent parler de leur sujet. Vous allez devoir les arrêter des fois. Pousser les portes, envoyer des mails, discuter avec vos encadrants. Donc profitez au maximum de cette proximité avec votre département, avec vos responsables. À titre personnel, je n'ai pas toujours suivi le parcours le plus standard de l'École normale supérieure de Saint-Cloud où j'étais, mais en tout cas, j'ai toujours pu vérifier que si vous aviez un discours sérieux et consistant, eh bien, vous pouvez discuter avec l'école, expliquer ce que vous voulez faire, et l'école va vous aider au maximum. Donc, il y aura beaucoup de compréhension bienveillante aussi, parce que vous êtes des petits nombres, mais il faut que votre proposition soit construite et réfléchie. Donc, vous êtes au début d'un nouveau cycle. On a souvent dans la vie l'impression de franchir une étape glorieuse, jusqu'à ce qu'on réalise qu'on est en fait le petit nouveau de l'étape suivante. Donc voilà, vous rentrez en 6e. Voilà, vous croyez que vous avez atteint quelque chose de très haut, mais vous allez voir que là, il y a encore certaines étapes à faire. Donc, c'est pas facile d'être admis, hein, ni sur concours, ni sur dossier, mais vous êtes aujourd'hui à l'aube d'un parcours académique qui va durer très longtemps. Mais c'est vraiment une aventure magnifique, je vous assure. Donc la scolarité normalienne, c'est 4 ans qui sont sanctionnés par un diplôme qui donc décrit et valide la scolarité normalienne. C'est un passeport pour les métiers de formation et de recherche qui est apprécié nationalement et aussi internationalement, sans aucun doute. L'admission à l'école couronne la qualité de la formation que vous avez suivie jusqu'à présent, et le diplôme va couronner la formation que vous aurez suivie à l'école. Donc après ces 4 ans de scolarité normalienne, la plupart d'entre vous, les 2/3, vont faire une thèse. La thèse, ça dure 3 ans, 4 ans. On essaie de ne pas la faire durer plus longtemps. Et ensuite, vous aurez aussi des années de post-doc ou de statut, enfin, il y a différents statuts possibles, donc 1 an, 2 ans ou 3 ans de post-doc. Alors, ça peut vous sembler incroyablement long. Vous dites, oula, je suis embarqué pour 11 ans d'études encore. En fait, la transition étudiant universitaire est très, très continue. Okay, en gros, vous avez les 3 prochaines années où vous êtes vraiment des étudiants, des élèves, un peu comme dans un lycée, hein, il y a pas de, voilà, il y a des cours, etc. Et puis, vous allez faire une transition douce. Dès que vous êtes en tête, de toute façon, vos collègues vous considèrent totalement comme un chercheur. Il n'y a pas vraiment de différence. Et déjà, dès que vous serez dans vos stages, vous verrez que vous vous sentirez chercheur ou enseignant-chercheur, et vous commencerez à enseigner. Voilà, et vous serez étonné de voir que des élèves qui vous semblent avoir exactement le même âge que vous appelleront monsieur le professeur. Pardon ?
Ou Madame le professeur, excusez-moi, merci, merci. Donc, rapidement, vous serez élève et vous sentirez enseignant-chercheur universitaire. Et toute la vie, lorsque vous êtes universitaire, on se sent régulièrement étudiant aussi. Voilà, donc dans ce parcours très long qui vous mènera vers des carrières de chercheur, disons en général, je ne connais que deux moteurs, donc la curiosité et le plaisir. Donc, il ne faut rien lâcher sur le travail, la technique, le labeur, l'investissement personnel, mais surtout, il faut garder la curiosité et l'envie de comprendre. C'est vraiment le goût de l'exploration. Vous êtes des explorateurs, ok? Imaginez-vous en tant qu'explorateur de nouveaux terrains, et je crois que c'est comme ça que vous deviendrez des chercheurs et des anciens chercheurs. Je dois aussi vous attirer votre attention sur certains aspects. Donc, le premier est spécifiquement pour les élèves fonctionnaires stagiaires. Vous avez signé un engagement décennal avec l'État qui vous salarie. C'est un engagement sérieux. Okay? L'État, ce n'est pas Méphistophélès ou ce n'est pas Shylock. Il ne vous prendra pas ni votre âme ni une livre de votre chair, mais il vous finance pour travailler dans l'université, dans la recherche, dans les classes préparatoires, pour travailler dans les métiers de culture, dans les métiers de la haute fonction publique. Si vous, dans 2 ans, vous décidez que votre avenir, c'est de, je sais pas quoi, de monter un salon de thé, d'être journaliste, d'être chanteuse ou quoi que ce soit, eh bien, l'école, bras armé de l'État, vous demandera le remboursement de vos années d'études. Okay? Donc, je crois profondément aux vertus de la fonction publique. Je trouve parfaitement positif que l'État finance un certain nombre d'étudiants pour son université, pour sa recherche, pour sa fonction publique, etc. Mais je trouve tout à fait normal que si vous ne suivez pas le contrat que vous avez signé, l'État vous dise, eh bien maintenant, il faudra nous rembourser. Donc, pensez-y tout de même. Les autres points sont pour tout le monde. L'État qui nous finance quasi exclusivement, via ses opérateurs, comme le CNRS par exemple, vous font confiance et mettent des moyens très importants, quasiment uniques en France, ou uniques avec notre sœur parisienne, ou nos sœurs parisiennes, et de Rennes aussi d'ailleurs. Ok, donc l'État met beaucoup de moyens sur votre scolarité, donc maintenant il faut saisir cette opportunité. Okay, il ne suffit pas pour vous que vous suiviez les cours, il faut les suivre bien. Okay? Il faut des résultats qui indiquent nettement votre implication. C'est ce que l'État vous demande, c'est un atout que vous avez pour toute la suite de votre carrière. Je rappelle aussi que, hormis le salaire, bon, c'est quand même une différence un petit peu notable, entre les élèves qui ont passé le concours et les étudiants qui sont rentrés sur dossier, nous ne faisons aucune différence pour l'aide que nous pouvons vous apporter dans l'école, pour vos stages à l'extérieur, et plus tard pour, par exemple, obtenir une bourse de thèse. Okay? Pour avoir un contrat doctoral, eh bien, c'est la qualité de votre travail à l'école qui va servir de critère, et ça, c'est totalement... Nous serons totalement indifférents au fait que vous soyez élève ou étudiant dans cette école. Okay. Enfin, un petit mot aussi sur l'agrégation, parce qu'une partie d'entre vous la passeront, une partie assez significative. Bon, les choses sont en train de changer, vous avez encore un peu de temps pour y réfléchir, mais lorsque je passais l'agrégation, enfin, ma génération, bon, c'était une breloque de plus qu'on accrochait à sa veste. Ça n'avait, voilà, on était content d'être agrégé. L'école nous disait soyez agrégé, donc on était agrégé. Mais on n'avait pas d'engagement spécifique envers l'État. Vous êtes
vous savez tous qu'actuellement, l'État a beaucoup de mal à recruter des enseignants dans ces lycées. Okay? Donc, si vous passez la grecque, vous signez que vous allez enseigner dans un lycée. Okay? Donc, au bout lorsque vous avez fini l'école, les 4 ans, si votre but c'est de faire une thèse, on voit que pour certaines disciplines en tension, l'État va vous dire non, vous êtes agrégé, vous avez signé, mais non, maintenant allez au lycée enseigner. Okay? Donc, l'agrégation est un bon concours. Si vous envisagez d'enseigner, passez l'agrégation. Si vous êtes sûr que ce que vous voulez faire, c'est une thèse, eh bien, il faut commencer à réfléchir à ce sujet et en discuter, bien sûr, au sein de votre département. La position dépend aussi des disciplines. Il y a des disciplines où être agrégé semble un petit peu indispensable. Certaines disciplines qui n'y font pas attention du tout. Donc les choses sont en train de changer. Je vous avertis simplement, vous avez encore du temps, mais il faudra un petit peu réfléchir à cette situation. Donc, parmi les enseignements que vous allez suivre, vous suivez des enseignements disciplinaires et vous avez aussi pas mal d'enseignements transverses. Par exemple, nous avons une thématique prioritaire sur la transition écologique. C'est un sujet qui vous préoccupe, qui nous préoccupe tous. La fragilité du monde est encore exacerbée par une guerre en Europe qui révèle soudain que notre électricité, notre chauffage, vos ordinateurs peuvent aussi s'arrêter bientôt, faute d'énergie suffisante, faute d'électricité. Hein. En aparté, l'ENS de Lyon accueille d'ailleurs actuellement des chercheurs et des étudiants ukrainiens et russes qui ont fui leur pays. Donc pour la transition écologique, tout d'abord, nous allons recevoir Denis Meadows le 19 septembre et nous lui décernerons le titre de honoris causa, docteur honoris causa. Certains auront le privilège d'interagir avec lui lors d'une table ronde où participera Jean Jouzel et vous pouvez tous suivre les débats en vision. Tous ne pourront pas poser des questions directement parce qu'il y a trop de gens qui se sont inscrits déjà. Donc, Denis Meadows, c'est le premier dans les années 70 à avoir proposé des simulations informatiques de l'avenir de notre civilisation. Ça s'appelait le Club de Rome, c'était une association de cadres, disons, qui avait demandé de faire des simulations de l'avenir de la civilisation. Et donc, Denis Meadows a pris en compte les ressources accessibles, l'évolution de la population, les pollutions induites, la température de la planète et toutes les rétroactions de nos activités avec la biosphère et toutes les rétroactions de la biosphère sur nos activités. Ces résultats ont été que pour toutes les simulations qu'il avait fait tourner, il avait fait tourner une douzaine de civilisations, toutes ces simulations arrivaient à une catastrophe ce siècle-ci. Okay. Ceci avait lancé beaucoup de discussions, de critiques, d'études, etc. À l'époque, dans les années 70. Donc, on a cru, ou certains ont cru, que non, finalement, le monde continue comme avant. Et en fait, ces simulations de Denis Meadows se révèlent assez proches de la réalité. Jean Jouzel, qui était professeur à Grenoble, est aussi le premier qui a mis en évidence la corrélation entre les quantités du gaz carbonique piégé dans les glaces de l'Antarctique et la température de notre planète. Okay, c'est la première fois qu'on a mis totalement en évidence que lorsque le gaz carbonique augmente, la température augmente. Et il a été aussi vice-président du GIEC. Vous aurez aussi une journée parcours et carrière sur la thématique des changements environnementaux le 17 novembre. Vous pouvez aussi suivre un module pluridisciplinaire de première année sur l'environnement. Et enfin, il y aura une semaine extracurriculaire, je pense qu'Emmanuel en parlera, qui aura lieu fin janvier,
du 23 au 29 janvier. Et là aussi, il y aura aussi des interventions et des discussions sur ces sujets-là. Enfin, dans le cadre du site Lyon-Saint-Étienne, nous sommes associés avec un certain nombre d'écoles du site, dans le cadre de ce qu'on appelle le CHELS, le Collège des hautes études de Lyon Sciences. Et là-dedans, nous avons aussi un module que vous pouvez suivre qui s'appelle Acteurs des transitions. Donc voilà, donc il y a plein de sujets là-dessus. Donc l'avenir de nos civilisations doit passer par des actions individuelles. Ça, il s'agit de votre frugalité, de la mienne, par des actions collectives, la frugalité de l'école, mais aussi, je crois profondément, par des avancées scientifiques, des recherches scientifiques, par des avancées significatives des recherches scientifiques disciplinaires. Vous, philosophes, sociologues, économistes, vous devez étudier et éclairer les transitions en cours. Vous, chimistes, vous, physiciens, biologistes, informaticiens, vous devez inventer des produits plus verts, des processus moins énergivores. Voilà. Je crois que donc la dimension disciplinaire va être très importante aussi dans les transitions que la civilisation est en train de vivre. Je vais dire quelques mots sur la recherche à l'École normale supérieure. Vous voyez derrière moi que je suis administrateur provisoire de l'école. Je suis administrateur provisoire de l'école depuis ce matin à 8 heures. Merci, merci. Bon, j'étais jusqu'à présent le vice-président de l'École normale supérieure en charge de la recherche. Donc l'équipe de direction est petite, on va en parler tout à l'heure, donc je connais bien l'ensemble des dossiers de l'école. L'État, en fait, c'est le président de la République, excusez du peu, qui nomme le président de l'École normale supérieure de Lyon. Donc le président de la République doit nommer le président de l'école. Ça risque de prendre un certain temps, je ne sais pas combien. Si vous avez d'autres AG ou d'autres discussions, peut-être vous me reverrez, peut-être qu'un vrai président sera à ma place. Ces changements à la tête de l'école ne vous affecteront en rien dans votre cursus. Je profite cependant de cette casquette, de mon ancienne casquette de vice-président recherche, pour rappeler que si le sujet du jour ici est l'école et votre formation, la dimension recherche de cet établissement est totalement spectaculaire et remarquable. Donc nous couvrons l'ensemble des disciplines, sauf le droit et la médecine, bien que nos laboratoires de biologie et aussi des professeurs hospitaliers, par exemple, donc des gens qui sont très en contact avec les hôpitaux, mais donc toutes les disciplines. 30 laboratoires en gros, enfin ça dépend comment on les compte, parce qu'il y a des laboratoires, puis il y a des hôtels à projets, etc. Mais disons une trentaine de structures. Et nos équipements sont à peu près les plus modernes que l'on puisse trouver dans les universités, à la fois pour les équipements technologiques et pour la qualité, par exemple, de notre bibliothèque. Donc vous découvrirez tout cela parmi vos stages et vos thèses. Vous êtes ici dans le premier établissement de recherche français non parisien. Je suis désolé, mais ce pays a une capitale qui mobilise un peu, historiquement, l'argent et le pouvoir. Mais sur les plusieurs centaines d'établissements supérieurs français, nous sommes typiquement le 5e et premier non parisien et seul établissement non parisien à figurer dans les classements internationaux. Enfin, un dernier point. L'École normale supérieure de Lyon, comme tous les établissements et tous les organismes, a parfois eu des problèmes avec l'alcool, la drogue. Non, c'est pas drôle du tout. L'alcool, la drogue ou les violences sexistes ou sexuelles. La direction de l'école n'aura aucune indulgence sur ces sujets. Tout élève ou étudiant impliqué dans un problème de ce type
met totalement son statut et sa présence à l'école normale en jeu. Organigramme de l'école, peut-être? Voilà, donc l'organigramme de l'école comprend peu de gens. Je vous ai parlé un petit peu de la formation et de la recherche. Nous avons aussi la bibliothèque Diderot qui interviendra après, l'Institut français de l'éducation, l'UCRIA, qui va aussi venir. Vous voyez aussi les services centraux ou transverses. Je vous ai indiqué que près de 600 personnes travaillent dans les services. Une école et ses laboratoires ne fonctionnent que par l'implication d'un grand nombre de services qui s'occupent de vos inscriptions, de vos salaires, des dépenses des laboratoires et des départements, qui s'occupent de vos missions à l'étranger, qui s'occupent de votre santé, qui s'occupent de votre sécurité, de votre informatique, de votre documentation, de la propreté du bâtiment, etc. Okay? Il n'y a rien de plus désagréable que ceux qui sous-estimeraient le rôle des services dans l'école. Voilà. Peut-être... voilà, donc dans l'équipe, je travaille directement avec la directrice de cabinet Agnès Gaïgui. Tu peux faire un petit bonjour. Voilà. Et puis, je vais demander à Emmanuelle Boulineau, professeure de géographie, vice-présidente aux études, Yazid Hamoud, directeur général des services, et l'UCRIA de l'IFE, de dire quelques mots. Donc, Emmanuelle d'abord. Bon, en tout cas, tu peux parler là, je vais m'enlever. Oui. En tout cas, je vous souhaite encore une bonne rentrée. Je vous félicite encore. Bonnes études. Excusez-moi d'avoir été un peu rabat-joie avec les aspects alcool, VSS, drogue, mais c'est un point important. Pensez-y quand même. Merci.